Il pensait qu'elle n'était que la concierge. Elle pensait qu'il l'oublierait dès que la partie se terminerait, mais après avoir perdu contre elle devant l'élite de Boston, Nathan Carter, fils du milliardaire et prodige des échecs, ne pouvait plus la sortir de sa tête. Qui était Emily Brooks? Comment avait-elle pu le battre comme si elle avait étudié son âme? Ce qui avait commencé comme une défaite humiliante se transforma en une obsession, une quête, et une connexion qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Mais le véritable rebondissement, c'est que ce n'était pas seulement une question d'échec. Il s'agissait de tout ce qu'il ignorait lui manquer. Continuez à regarder. Le dernier coup va tout changer. C'était un jeudi soir frais à Boston, et le Black Oak Chess Club brillait comme une cathédrale de l'intellect derrière ses vitraux en arc. À l'intérieur, un doux jazz résonnait sous les lustres, et l'air sentait le bois de cèdre et le whisky vieilli. Ce n'était pas un endroit pour les passants occasionnels. L'adhésion était exclusive. Les conversations étaient teintées de latin et le jeu d'échecs était sacré. Parmi les juges d'élite, les professeurs et le magnat des start-up, un nom dominait tous les autres. Nathan Carter. À 27 ans, Nathan était plus que l'octuple champion du club. Il était le fils du milliardaire de la technologie Ethan Carter, un prodige du MIT, et l'homme que tout le monde aimait détester, mais n'osait jamais défier. Avec des cheveux parfaitement coiffés, un costume bleu marine sur mesure et une montre valant plus que le salaire annuel de la plupart des membres, Nathan jouait avec une arrogance méritée. Ses matchs étaient rapides, impitoyables et chirurgicaux. Les opposants entraient avec fierté et repartaient avec une peur existentielle. Ce soir-là, Nathan venait d'humilier un avocat d'entreprise en 18 coups, quand quelque chose de complètement étranger perturba l'air. Les portes d'entrée grinçaient et les têtes se tournèrent. Le silence régna dans la pièce, tandis qu'Emily Brooks poussait un chariot de concierge abîmé sur le sol en marbre poli. Son uniforme était délavé. Ses baskets blanches étaient éraflées. Quelques mèches de ses cheveux bruns s'échappaient d'une queue de cheval en bataille. Elle avait l'air fatiguée, pas négligée, juste réelle. Elle n'avait pas sa place là, et elle le savait. Elle n'était pas censée entrer dans le club avant minuit pour faire le ménage, et pourtant, elle était là, silencieuse, calme, passant devant le bureau de la réception, devant les tables murmurantes, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant l'échiquier de Nathan. Il leva les yeux de son verre de Bourbon, un sourcil légèrement levé. « Es-tu perdu ?» demanda Vivien, la réceptionniste du club, d'un ton sec. Émilie ne répondit pas. Elle fixa simplement l'échiquier. Ses yeux scrutèrent les pièces, non pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un lisant une langue qu'elle avait autrefois connue par cœur. Nathan se pencha en arrière sur sa chaise, curieux. « Tu joues ?» demanda-t-il assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. Émilie cligna lentement des yeux puis hocha la tête. « Avant, je le faisais. » Quelques rires jaillirent du banc de touche. Nathan sourit. « Tu veux jouer? Juste pour le plaisir ?» Émilie jeta un coup d'œil à sa montre. « J'ai 20 minutes avant que le sol soit sec. » Les rires devinrent plus forts. Nathan fit un geste vers le siège vide. « Voyons ce que tu as. » Elle s'assit, sans hésitation, sans nervosité, mais avec une précision tranquille. Elle réinitialisa le tableau, ses doigts bougeant comme si elle l'avait fait 1000 fois. Nathan lui offrit les pièces blanches. Elle secoua la tête. « Le noir, c'est bien, » dit-elle en haussant un sourcil. « Courageux. » La partie commença. Au début, Nathan jouait avec elle, installant des pièges familiers, avançant avec le même rythme confiant qu'il avait perfectionné au fil des ans. Au 5e coup, l'atmosphère changea. Elle ne réagissait pas. Elle guidait. Chaque réponse qu'elle faisait perturbait son rythme. Ses pièges s'évaporaient, son tempo se brisait. Elle jouait non seulement avec ses connaissances, mais aussi avec sa mémoire,
comme si elle avait déjà disputé cette partie exacte auparavant. Au 10e coup, Nathan transpirait. Au 15e coup, la salle était silencieuse. Au 26e coup, son roi était acculé, échec et mat. Nathan regarda le plateau, les pièces étaient floues. Il n'avait pas seulement perdu, il avait été surclassé par une concierge. Emily resta calme, lui fit un signe de tête et commença à réinitialiser le plateau. « Merci pour la partie, monsieur Carter, » dit-elle d'une voix ferme. « Je dois retourner au travail. » Elle se retourna, poussa son chariot dans le couloir de marbre et disparut dans l'ombre. La pièce resta silencieuse. Nathan ne bougea pas. Son cerveau s'emballa. Qui était-elle? Ce n'était pas la chance du débutant. C'était de la maîtrise. Mais son nom ne figurait sur aucune liste de tournois. Elle n'était pas membre. Elle n'était même pas censée être là. Mais qui diable était-ce? Quelqu'un murmura. Nathan ne répondit pas. Il marcha lentement jusqu'au bar et se versa un autre verre. Sa main tremblait légèrement. Ce n'était pas seulement la perte, c'est ainsi qu'elle l'avait battu. Froid, propre, pas de drame, juste une fille avec des taches d'eau, de javel sur ses manches, qui jouait comme si elle pouvait voir l'échiquier 5 coups devant lui. Il sortit son téléphone et essaya de la retrouver. Aucun résultat, aucun record, aucun réseau social sous ce nom lié aux échecs. Elle avait disparu. Mais une chose était claire, il devait la retrouver. Pas seulement pour se venger sur l'échiquier, mais parce que quelque chose en elle, quelque chose derrière ses yeux calmes, le secouait. Et pour la première fois depuis des années, Nathan Carter avait l'impression d'être celui qui était étudié. Nathan se réveilla le lendemain matin avec un bourdonnement dans le crâne qui n'avait rien à voir avec le bourbon qu'il avait avalé après la perte. Il ouvrit son ordinateur portable et consulta tous les résultats des tournois de la Nouvelle-Angleterre des 10 dernières années. Pas d'Emily Brooks en vue. Il vérifia les classements des échecs américains, les listes des clubs universitaires et même les archives scolaires des collèges. Rien. Soit elle avait joué sous un autre nom, soit elle avait disparu bien avant que les archives numériques ne deviennent importantes. L'absence semblait intentionnelle, comme si elle s'était volontairement effacée. Nathan se dit que la recherche était une question de fierté. Pourtant, chaque fois que ses yeux calmes brillaient dans son esprit, il ressentait quelque chose de moins ordonné, une curiosité qui brûlait plus fort que l'embarras. 3 soirs plus tard, une bruine s'abattit sur Beacon Hill, rendant le trottoir en briques lisses et noires. Nathan était assis dans la bibliothèque du club, entouré de manuels d'ouverture poussiéreux, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Chaque nouvelle page lui rappelait le joueur dont aucun livre ne pouvait le préparer au style. À 21 heures, il abandonna finalement, ferma son ordinateur portable, attrapa son manteau et sortit sous la pluie sans parapluie. Il marchait sans but, traversant Boston Common, le vent humide soulevant le col de son costume. Près de la rue Tremont, il entendit le faible claquement de pièces de bois. Cela provenait d'une crique en pierre peu profonde où 2 hommes sans abri s'abritaient souvent. Mais ce soir, une petite foule s'était rassemblée sous l'arche. Il s'approcha. Emily était là, non pas en uniforme, mais avec une veste verte délavée, trop fine pour le temps. Elle était assise en tailleur sur une caisse de lait, face à un vétéran plus âgé avec une barbe et des mains tremblantes. L'échiquier reposait sur un seau renversé, les pièces étaient ébréchées et dépareillées. Pourtant, Emily les traitait comme s'ils étaient en ébène et ivoire sculpté. Et elle parlait doucement, expliquant pourquoi la poussée du pion de l'homme ouvrait une diagonale fatale, puis suggéra une alternative. Le vétéran hocha la tête, reconnaissant. Nathan réalisa qu'elle ne le battait pas, elle lui apprenait à survivre. L'eau de pluie coulait des poignets de Nathan alors qu'il avançait.
Au début, il voulut se présenter, mais le vétéran le vit et sourit. « Tu es un enfant riche, lança-t-il, n'est-ce pas ?» La petite foule riait de bon cœur. Nathan parvint à sourire. Emily leva les yeux, surprise, mais pas troublée. « 20 minutes, ce n'est pas une éternité, » dit-elle, faisant écho à leur première conversation. Le vétéran rendit sa caisse pour qu'il puisse jouer. Nathan s'assit en face d'elle sur un banc de parc cassé. Aucun spectateur ici ne comprenait à quel point sa réputation était colossale à l'intérieur de Black Oak. Il voyait juste 2 jeunes adultes sous une arche qui fuyaient. Pourtant, Nathan se sentait plus exposé que dans n'importe quelle salle de tournoi. Il tenta une ouverture hyper moderne, quelque chose de tranchant. Mais Emily orienta le jeu vers des eaux calmes, échangeant les dames dès le début. Sans feu d'artifice tactique, il n'avait aucune ombre où se cacher. Et après 40 coups, il proposa un match nul. Elle accepta sans jubilation et remit les pièces en place. Ils jouèrent à nouveau. Au 3e match, la pluie s'arrêta et la foule se réduisit jusqu'à ce que seuls les lampadaires soient encore là pour les observer. Emily ferma l'échiquier, le glissa sous son bras et fit un signe de tête au vétéran avant de s'éloigner vers Charles Street. Nathan la suivit, marchant à côté d'elle en silence jusqu'à ce qu'elle parle. « Tu es trempé. Je lisais des articles sur toi, » dit-il. Puis il se corrigea en essayant « Tu ne trouveras pas grand-chose. » « Pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « J'ai quitté le circuit à 15 ans. Ma mère est tombée malade. Les hôpitaux ne s'autofinancent. Alors, tu as juste arrêté? Si j'avais continué à voyager pour participer à des tournois, ma petite sœur aurait fini en famille d'accueil. Ce n'était pas un choix difficile, » dit-elle, comme si elle expliquait les horaires de bus. Ils atteignirent d'une porte étroite, marquée « Logement Trinity ». Emily tapa un code. « J'entraîne dans un centre communautaire le samedi. Si tu veux une revanche, viens là-bas, passe au club. » La porte se ferma avec un clic. Nathan se tenait seul, son imperméable accroché à ses épaules, se sentant plus petit qu'il ne l'avait été depuis son enfance. Le lendemain matin, il reporta 2 réunions d'investisseurs et se rendit au bureau du logement de Trinity. Une assistante sociale confirma qu'Emily y faisait du bénévolat 2 fois par semaine, enseignant gratuitement aux enfants. Nathan fit un don important, ce qui lui valut des remerciements polis, mais aucune information personnelle. En partant, il remarqua un panneau d'affichage avec un dépliant et chèque pour les jeunes, samedi. L'entraîneur Emily intervenait dans une ancienne salle de loisirs de Chelsea, un quartier que son chauffeur traversait habituellement à toute vitesse sans s'arrêter. Le samedi arriva avec un soleil radieux d'octobre. Nathan gara sa Tesla à côté d'un terrain de basket fissuré et transporta son kit de tournoi à l'intérieur. La salle de sport sentait la craie, la poussière et la cire à plancher. Des tables pliantes bordaient un mur, chacune avec une planche abîmée et des pièces en plastique. Les enfants, entre 7 et 13 ans, sautaient sur leurs sièges, tandis qu'Emily démontrait une tactique sur un tableau blanc. Ses yeux s'illuminèrent lorsque la plus petite fille résolut le puzzle avant tout le monde. Emily applaudit sincèrement et la salle rayonna d'elle. Nathan attendit que la séance soit terminée. Les enfants se dispersèrent dans des tourbillons bruyants. Les parents remercièrent Emily et peu à peu, il ne resta plus qu'eux. Elle effaça le tableau. « Tu es venu. Tu m'as battu 1 fois et tu as fait match nul 2 fois, » il dit. « J'ai besoin de données, de jeux de données pour étudier ton style. » Il déplia sa planche de bois. Le meilleur des 5. Ils jouèrent jusqu'à ce que le gardien baisse les lumières. Emily en gagna 2. Nathan en gagna 2 aussi, avec 2 nuls. Plus important que le score étaient les silences entre les mouvements, les regards rapides lorsqu'il cherchait la même pièce, la façon dont elle rit quand il tenta de briser un pion ridicule juste pour voir sa réaction. À 21 heures, le gardien ferma les portes. Nathan lui proposa de la reconduire chez elle. Elle refusa, mais le laissa l'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus. Pendant qu'ils attendaient,
Une rafale de vent arracha le col de sa veste. Nathan retira son manteau en laine et le drapa sur ses épaules. Pendant un instant, elle sembla vouloir le lui rendre, mais elle le serra plus fort. « Tu vas geler, dit-elle. »« Je survivrai, hésita-t-il. »« Pourquoi, Chelsea? Tu pourrais entraîner n'importe où. Ici, les jeunes n'ont pas beaucoup d'occasions. Quelqu'un m'en a donné une fois. Son bus arriva. Elle se glissa hors du manteau, le plia et le lui mit dans les mains avant de monter à bord. Les portes se fermèrent en sifflant. Par la fenêtre, elle fit un petit signe de la main, puis disparut dans la nuit. Nathan ne dormit pas. Il rejouait chaque conversation, chaque geste. Il se souvenait comment ses doigts s'attardaient sur la tour lorsqu'elle la sacrifiait. Audacieuse, désintéressée. Le lendemain, il appela le directeur philanthropique de son père et obtint une subvention pour rénover la salle de loisirs. Il insista pour que les fonds restent anonymes, craignant qu'Emily ne rejette l'aide si elle savait qu'elle venait d'un don de charité. Une semaine plus tard, Black Oak organisait son tournoi annuel sur invitation. Nathan triomphait habituellement facilement, mais cette nuit-là, il perdit en demi-finale contre un grand maître letton. Les spectateurs étaient stupéfaits. Nathan s'en souciait à peine. Sous les applaudissements, il tapa un message qu'il avait réécrit 10 fois. Café, pas d'échec, pas d'horloge, juste une conversation. Il l'effaça et tapa à nouveau, appuyant sur envoyer avant que le courage ne lui fasse défaut. La réponse d'Emily est arrivée 1 heure plus tard. Demain, dit Jorge, Longfellow Café, Cambridge. Si tu es en retard, je pars. Il n'était pas en retard. Ils ont parlé de tout, sauf des échecs, du programme de dialyse de sa mère et de sa culpabilité face à la richesse autour d'un expresso brûlé. Il n'a pas réalisé son rêve d'étudier la science des données une fois que sa sœur a obtenu son diplôme d'études secondaires. Sa peur secrète était que sans le conseil, il n'avait pas de véritable identité. La conversation s'est prolongée au-delà de midi. À 13 heures, Nathan a vérifié sa montre. « Je dois aller à une réunion cet après-midi, mais je veux aider. » Il se prépara à sa résistance. Un vrai poste d'entraîneur, salaire, avantages sociaux. J'ai des contacts à la Boston Youth Initiative. Elle l'a étudié, mesurant la sincérité à la pitié. Je ne serai le projet de personne. Ce n'est pas de la charité, a-t-il dit. C'est de l'intérêt personnel. Si tu as de la stabilité, tu continueras à me botter le cul aux échecs. Cela me motive. Un sourire étira sa bouche. Tu penses vraiment que la flatterie fonctionne? J'improvise. Elle réfléchit puis écrivit un numéro sur sa serviette. Appelle cette femme. Elle dirige l'association à but non lucratif. Si elle dit que le travail est légitime, nous parlerons. Elle se leva, jeta sa tasse et le laissa fixer un numéro de téléphone à 7 chiffres qui lui semblait soudain être le coup le plus précieux de l'échiquier. Ce soir-là, Nathan a mis en œuvre la 2e phase de son plan de transparence. Il a rencontré le directeur de l'association à but non lucratif, a défini le financement et a insisté pour qu'Emily soit consultée sur la conception du programme. Pas de cadeaux cachés, pas de conditions cachées. 2 jours plus tard, Emily m'a envoyé un texto. « Tu as tenu parole. Je commence le mois prochain et puis ton stratagème bancaire est nul. À samedi. » Nathan a éclaté de rire au milieu d'une réunion du conseil d'administration surprenant une rangée de dirigeants. Il réalisa qu'il ne se souciait pas de leurs sourcils levés. Toute la semaine, il rejouait le texte, surtout la partie qu'elle n'avait pas écrite, mais il ressentait de la confiance. Tard vendredi, il ferma la salle d'échecs de Black Oak et fixa la table vide où il l'avait vue pour la première fois. La surface polie reflétait son visage, mais pour la première fois depuis des années, il ne pouvait pas dire s'il avait l'air victorieux ou terrifié. Il se souvenait qu'elle avait dit que quelqu'un lui avait un jour donné une chance. Il se demandait si cette personne pouvait être lui maintenant, ou si elle était celle qui lui donnait la chance de devenir une version de lui-même qu'il n'avait jamais imaginée. Il ferma les lumières, s'avança dans l'air nocturne
et sentit quelque chose de mouvant, d'inextricable, d'aussi décisif qu'un pion atteindre le 8e rang. Risqueriez-vous votre zone de confort si la personne qui vous a le plus mis au défi pouvait également être celle qui vous sauve? Le premier jour officiel d'Emily, en tant que directrice du programme Chess Outreach de la Boston Youth Initiative, a commencé dans une salle de sport ensoleillée qui sentait le vernis à bois et les possibilités. Elle est arrivée 1 heure plus tôt, a déposé des planches données et les a étiquetées avec les noms des enfants. Quand Nathan entra en portant 2 cafetières industrielles, elle fit semblant de ne pas remarquer la façon dont sa cravate était nouée un peu de travers, comme s'il s'était précipité pour impressionner personne d'autre qu'elle. À 10 heures, des dizaines de nouveaux étudiants étaient arrivés et Emily a commencé par raconter l'histoire d'un château qui sacrifie une tour pour protéger un pion solitaire. Chaque enfant se pencha en avant, prise entre le conte de fées et la stratégie, et Nathan réalisa qu'il la regardait faire la chose pour laquelle elle était née. Les semaines qui suivirent se déroulèrent comme une horloge d'échecs rapide, précise, aucune seconde perdue. Les inscriptions ont triplé et les chaînes d'information locales ont diffusé un reportage sur le programme. Un après-midi, un journaliste a demandé à Emily si elle reviendrait un jour à la compétition. Elle en a ri devant la caméra, mais Nathan avait une lueur d'ambition qu'elle avait appris à cacher. Ce soir-là, il a envoyé un email au comité du Massachusetts Open, payant discrètement ses frais d'entrée et laissant la confirmation dans la boîte de réception du personnel. Elle s'est présentée à son bureau le lendemain matin avec le reçu imprimé. « Tu n'avais aucun droit. J'ai tout à fait le droit de croire en toi, dit-il. Refuse si tu veux, mais ne me dis pas que le tableau ne te manque pas. » Emily regarda par la fenêtre derrière lui. Le port de Boston scintillait dans la lumière hivernale. « Je n'ai pas le temps de m'entraîner. Tu dis ça comme si je n'allais pas réorganiser toute ma vie pour m'assurer que tu le fasses. » Il lui remit un carnet à anneaux intitulé « Fin de partie du projet ». À l'intérieur se trouvaient les programmes d'études d'1 mois, les partenaires d'entraînement et les créneaux qu'il avait libérés dans son propre calendrier. Elle le feuilleta, les pages tremblantes, et trouva sa dernière note. « Si tu gagnes, je n'en parlerai plus jamais. Si tu perds, je serai toujours au premier rang. » Emily accepta le défi, mais posa une condition. Nathan devait également participer côte à côte, étudiant et étudiant, plutôt que entraîneur et prodige. Il accepta avant que le doute ne puisse faire surface. Il s'entraînait à l'aube dans les cafés de Harvard Square et à minuit sur les bancs du parc où leur souffle restait suspendu comme des fantômes entre les phrases. Parfois, il la battait plus souvent qu'elle ne le détruisait, mais chaque match les laissait rire de leurs erreurs et s'émerveiller des risques pris par l'autre. Le jour du tournoi arriva dans une salle de bal d'hôtel reconvertie, remplie du cliquetis des horloges et du brassage agité des pièces. L'adversaire de Nathan au premier tour abandonna rapidement. Le match d'Emily attira une petite foule. Son style était aussi tranchant que du verre. En demi-finale, ils se retrouvèrent sur des tableaux adjacents. Nathan dépassa ses records personnels, mais succomba face à un maître international au sang-froid. En reculant, il réalisa que toute déception avait disparu au moment où il vit Emily mener son jeu vers le genre de fin de partie qui le tenait éveillé la nuit. Après 43 coups, son adversaire fit basculer son roi et lui proposa une poignée de main. Les appareils photo flashèrent. La poitrine de Nathan se serra, non pas par envie, mais par une fierté si féroce qu'elle lui donnait l'impression d'appartenir à un groupe. Ce soir-là, lors du banquet de remise des prix, elle tenait le trophée en cristal des champions de l'État, tandis que les donateurs se mêlaient autour de plateaux de fromage importés. Elle capta le regard de Nathan à travers la pièce. Dans ses yeux, il lut la vérité. Les trophées étaient bien, mais ce n'était pas le but. Elle traversa la pièce, ignora la main tendue du gouverneur et chuchota à Nathan
J'ai passé des années à penser que le sacrifice signifiait rétrécir. Tu m'as montré que cela peut aussi signifier grandir. » Il répondit en glissant ses doigts dans les siens, aussi naturellement qu'une tour glissant sur une ligne ouverte, et lui demanda si elle voulait partir tôt pour une promenade au bord de la rivière. Ils flânèrent dans le Charles sous des guirlandes lumineuses restées d'un festival d'automne. Nathan avoua qu'il ne s'était jamais soucié de la victoire, autant que les gens le pensaient. Il avait simplement été bon dans ce domaine. Emily avoua qu'elle ne s'était jamais permise d'imaginer une vie à la fois brillante et sûre. Lorsque le vent se leva de l'eau, elle appuya sa tête contre son épaule, et il réalisa que c'était la première fois qu'elle se reposait au lieu de porter le poids de quelqu'un d'autre. Il lui dit qu'il l'aimait, non pas de manière urgente, non pas comme un pari, mais comme une fin de partie qui durerait aussi longtemps qu'il serait prêt à continuer à jouer. Elle répondit par un « oui » calme, si doux qu'il le sentit plus qu'il ne l'entendit, et le jeu de leur vie atteignit enfin son équilibre. Maintenant, c'est à toi de jouer. Cette histoire a-t-elle mis votre cœur en échec? Ou avez-vous vu le rebondissement qui vient de la première poussée de pion? Si vous avez aimé, tapez 100 dans les commentaires pour nous le faire savoir. Dites-nous depuis quel pays vous regardez et partagez la vidéo afin que davantage de personnes puissent découvrir comment un seul jeu peut réécrire toutes les règles.